Bonjour à tous. Aujourd'hui donc le 31 mars 2020, donc je voudrais faire un point avec vous sur la situation au niveau du coronavirus, des remèdes donc qui se profilent à l'horizon et la situation économique globale, les choix qui sont faits et les orientations qu'elle semble favoriser, etc., etc. Donc en fait j'ai un peu attendu pour faire cette vidéo de synthèse. Certains m'ont demandé un peu quand est-ce que j'allais faire la prochaine. La voilà, parce qu'effectivement, je voulais prendre un peu la température, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, à travers, comme je vous disais, la presse étrangère, sur comment la situation était en train d'évoluer, notamment aussi aux États-Unis, par exemple. Voilà, donc beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va essayer de faire synthétique. Première chose, si on se fie un petit peu à ce qui se passe en France, il y a quelque chose d'extrêmement étrange. Alors qu'on est dans une situation de confinement qui se prolonge, que l'on a des personnes qui sont soignées de plus en plus nombreuses à l'hôpital, qui font des victimes évidemment, alors qu'on a une situation économique qui risque de devenir désastreuse pour énormément de PME, PMI qui voient leur carnet de commandes évidemment être complètement vidé par la situation, alors que des personnes qui essayent d'obtenir les fameuses aides promises par le gouvernement se voient, que ce soit en France ou en Angleterre d'ailleurs, se faire réclamer par les banques pour obtenir des prêts ou même des autorisations de découvert, des garanties sur leurs fonds propres, donc sur les biens même de ces petits entrepreneurs, pour pouvoir obtenir ces prêts, alors même que nous en France par exemple, c'est la banque, la BPI, hein, la Banque publique d'investissement, qui était censée garantir et qui officiellement garantit donc les prêts consentis, prêts qui sont des vrais pièges, hein, soyons clairs. La très grande majorité des entreprises à qui on consent ces prêts ne pourront pas les rembourser parce que l'effet de cette crise va se faire sentir sur de nombreux mois, même si on arrêtait le confinement demain. Donc, eh bien, vous avez des banques qui leur demandent donc sur leurs biens personnels de garantir ces prêts, alors que c'est évidemment complètement contraire à ce que le gouvernement a promis. Alors en Angleterre, certaines de ces banques, dont la Lloyd par exemple, se sont fait taper sur les doigts. En France, on attend toujours cela. On a des témoignages, donc je vous mettrai un lien Facebook d'un entrepreneur s'est vu demander cela à plusieurs reprises et qui a eu ses prélèvements ensuite qu'il voulait honorer, qui ont été refusés par la banque avec pénalité évidemment, parce qu'elle ne lui accordait pas la rallonge que normalement il était en droit d'avoir, tout simplement parce qu'il avait refusé de donner le feu vert de l'hypothèque sur ses biens de ce prêt. Voilà, ou de cette rallonge de découvert autorisé dans un premier temps. Voilà, donc il a bien raison, parce que dans tous les cas, c'est un véritable piège. Les banques savent ce qu'elles font quand elles demandent un collatéral personnel. Étant donné qu'énormément de gens ne pourront pas rembourser, ça voudra dire aussi finalement un prélèvement, une récupération de biens propres, tangibles, de beaucoup de monde quand ces prêts ne pourront pas être honorés dans quelque temps. Donc il est absolument indispensable de ne pas laisser ses biens en garantie, évidemment, dans ce contexte. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation assez terrible. On voit ce qui se passe aux États-Unis et ce qui est très certainement en train de se passer aussi en France, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui mettent définitivement la clé sous la porte déjà, certaines entreprises qui font du chômage partiel, on a le cas chez nous, des gens qui vont être moins payés et puis des gens qui vont carrément perdre leur emploi. Soyons clairs, la frange, on va dire la frange la plus pauvre de la population, qui pour beaucoup ont des emplois précaires, ne pourra pas évidemment bénéficier de ces emplois sur une longue période, sur l'année 2020, même si le confinement s'arrêtait, parce que et là, ça va toucher aussi la classe moyenne. Beaucoup de ces petites entreprises ne vont pas pouvoir, embaucher du monde ou même survivre sur la durée si la crise se prolonge. Voilà. Et dans un contexte comme cela, eh bien, on se permet
de cracher, soyons clairs, sur un scientifique de renom, sachant que c'est peut-être le plus grand scientifique européen au niveau infectiologie que nous ayons, qui est donc le professeur Raoult, qui a le malheur de proposer une solution pas chère avec un médicament connu, vendu sans ordonnance depuis 70 ans, qui a déjà été prescrit à des milliards de doses. Donc je parle bien sûr de la chloroquine, qui a des effets secondaires très restreints et que l'on connaît bien, qui, bon, vous le savez tout ce que je suis en train de vous dire, mais qui doit être, d'après le docteur Raoult, donc associé, si on veut, une réaction absolument optimale contre le virus, donc être associé à un antibiotique, l'azithromycine, qui est aussi l'antibiotique numéro 1 prescrit dans les infections pulmonaires et qui lui aussi est extrêmement connu, pour lequel on a énormément de recul. Voilà, donc dans un contexte comme ça, alors qu'on a absolument besoin que la crise se termine le plus vite possible, à la fois pour réduire le nombre de victimes, mais aussi pour évidemment minimiser l'impact énorme que déjà tout cela va avoir sur notre économie, eh bien on se permet d'organiser, parce que soyons clairs, à qui ça profite, organiser une campagne médiatique contre le professeur Raoult, que l'on va transformer en iconoclaste, d'après Le Monde, en savant fou ou charlatan, d'après BFM TV, qui quand même passe en boucle plusieurs fois par jour le reportage qu'ils ont fait sur lui, et où en fait on ne montre pas du tout les graphiques qui expliquent ces résultats et qui montrent la diminution spectaculaire du nombre de virus, donc de la charge virale des patients sur la combinaison chloroquine-azithromycine, sachant que ça c'est quand même quelque chose qui est obtenu en 6 jours en moyenne, alors que d'après ce qui est vu dans le groupe témoin, c'est une vingtaine de jours quand on n'intervient pas comme cela. Donc la personne est contagieuse beaucoup plus longtemps et comme je vais vous l'expliquer, pourra être notamment beaucoup plus affectée par une réaction immunitaire disproportionnée qui peut mener justement à ces problèmes pulmonaires que l'on observe et qui nécessitent donc des réanimations ultérieures. Voilà, donc alors qu'on est dans une situation comme cela, eh bien, on orchestre, soyons clairs, une campagne médiatique de décrédibilisation. Donc je ne sais pas, je pense que les médias qui font ça se décrédibilisent aussi parce qu'effectivement on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on attirerait surtout l'attention sur la coupe de cheveux du docteur Raoult, où on le qualifierait, genre, comme je vous disais, d'iconoclaste, de savant fou, de charlatan, voilà, ou comme ce cher monsieur Cohn-Bendit qui l'incite à fermer sa gueule, clairement, fermer sa gueule, donc au professeur Raoult, à la fermer, parce que voilà, je suppose que monsieur Cohn-Bendit est un infectiologue de renom qui doit pouvoir en rabattre à cet hurluberlu qui est le professeur Raoult avec ses plus de 2000 publications dans des revues à comité de lecture et qui donc forcément ne doit pas savoir grand-chose en ce qui concerne les maladies infectieuses. Voilà. Bref, donc au-delà de l'ironie, je vous laisse apprécier les raisons qui pourraient pousser à la fois des médias, à la fois un gouvernement, à la fois des scientifiques, à cautionner la seule piste vraiment efficace que nous semblions avoir avec l'injection à haute dose de vitamine C, donc intraveineuse, que les Chinois ont pratiqué également et qu'on ne publicise pas, voilà, qu'on ne médiatise pas en tout cas, ou l'utilisation par les Cubains d'une molécule appelée interféron, qui semble aussi donner de bons résultats. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que l'on trompe les gens, et ça n'est pas un hasard, ça n'est pas de l'incompétence. Quand on leur dit par exemple qu'on va tester la réalité de l'effet de la chloroquine à travers l'hydroxychloroquine, à travers cette vaste expérience, vous savez, qui s'appelle Discovery, qu'on a donc programmée au niveau européen avec autour de 3500 patients, sur lesquels on va tester des molécules, y compris des antiviraux, qui très visiblement ont montré, y compris avec des études publiées, qu'ils n'étaient pas efficaces contre le coronavirus, mais sur lesquels on va tester l'hydroxychloroquine également, mais sans l'associer à ce fameux antibiotique, donc l'azithromycine, alors que justement le professeur Raoult a montré que c'était important de combiner les deux et que c'est là que l'on obtenait les résultats. Donc on prétend
temps que l'on va tester la molécule, mais en fait on organise à deux niveaux l'échec programmé de ce test, peut-être pour pouvoir montrer que scientifiquement ça ne marche pas. Donc le premier, c'est donc qu'on ne l'associe pas avec la molécule complémentaire qui augmente encore beaucoup plus son efficacité, c'est-à-dire l'azithromycine. Le deuxième point, c'est qu'on va dire qu'on va tester ça et on autorise avec ce fameux décret qui vient de passer l'utilisation de la chloroquine uniquement pour les cas graves qui sont déjà donc admis en réanimation et qui ont des problèmes respiratoires importants à l'hôpital. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est voué à l'échec? Et pourquoi est-ce qu'on sacrifie les derniers stocks de chloroquine que l'on peut avoir, que les Américains n'ont pas encore récupérés, que les hindous qui fabriquent la chloroquine ne vont pas garder, parce que là ils ont décidé de garder leur production pour le moment aussi. On sacrifie ces derniers stocks au lieu de les utiliser pour montrer, d'abord pour sauver des vies, mais aussi pour montrer que la chloroquine peut être efficace et donc pour déclencher des commandes en masse de fabrication de ce produit. On les utilise comme un cauteur sur une jambe de bois en s'assurant qu'ils ne seront pas efficaces. Pourquoi? Comme l'a expliqué le professeur Raoult, et je pense que là, vous pouvez vérifier, c'est tout à fait clair. Ce virus est très contagieux, mais il n'est pas très dangereux dans le sens où il va permettre, entre guillemets, enfin il va être éradiqué par le corps rapidement. La charge virale va quand même être éradiquée assez rapidement. Vous avez vu qu'en moyenne, c'est 20 jours. Si on a le traitement chloroquine, azithromycine, c'est 6 jours, c'est beaucoup mieux. Mais de façon générale, la majorité des gens, on l'a vu, 80% sont asymptomatiques ou avec des symptômes légers. 20% ont des problèmes, dont 5% vont devoir être en réanimation. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, la réaction du corps est normalement équilibrée, mais elle peut être disproportionnée. Dans ce cas-là, elle est contre-productive. Si les zones inflammées, si vous voulez, les zones qui ont besoin de l'intervention du système immunitaire, les cellules dans ces zones-là libèrent ce qu'on appelle des cytokines. Ces cytokines, certains différents types de cytokines, si vous voulez, mais elles ont pour but d'attirer les cellules du système immunitaire dans la zone à traiter, dans la zone où leur aide est requise. Tout ça, c'est positif. Sauf que ce qu'elles font, c'est qu'elles rendent également les vaisseaux sanguins donc de cette zone-là perméables, de manière à ce que des fluides, en particulier du plasma et autres, puissent arriver dans la zone et également donc que les cellules puissent intervenir. Sauf que si cela est trop important, eh bien, en particulier au niveau des poumons, vous avez trop de liquide qui passe par les vaisseaux, par les parois poreuses des vaisseaux du coup, et qui vont venir remplir les alvéoles pulmonaires. Et vous obtenez un effet contraire à ce qui est souhaitable, évidemment, c'est-à-dire que les poumons se remplissent de liquide, vous avez des patients qui ont de plus en plus de mal à respirer, et même si le corps réussit à éliminer le virus, l'emballement du système immunitaire a créé un problème respiratoire important qui ne va pas s'éliminer comme ça parce que le virus n'est plus là. Le problème, c'est que la charge donc, de liquide dans les poumons va aussi créer des lésions parce que vous allez avoir des problèmes de fibrose des tissus pulmonaires qui vont donc du coup, en réaction à cette surpression, si vous voulez, générée par le liquide, va se fibroser, va se solidifier et va donc créer des problèmes respiratoires aussi à long terme. Et donc, quand vous avez des personnes qui arrivent dans un état grave déjà à l'hôpital et qui ont besoin d'être sous respirateur, c'est parce que leurs poumons sont déjà remplis de liquide, ont probablement déjà des lésions pulmonaires, des fibroses, etc. Et qu'on va les mettre sous respirateur, mais comme vous l'avez vu déjà dans les médias, j'imagine, les personnes qui se retrouvent sous respirateur vont souvent devoir garder ces respirateurs pendant longtemps, pour certaines, parce qu'elles ont déjà des lésions trop importantes qui vont faire que, alors qu'en plus cette respiration artificielle n'est pas saine, on va dire, pour le corps, puisqu'on est obligé de mettre une pression importante pour que la personne puisse obtenir l'oxygène quand même malgré le fluide qu'elle a dans les poumons. Donc vous allez avoir finalement
en traitant si tard, vous allez forcément avoir des séquelles, vous allez forcément avoir des gens qu'on ne pourra pas récupérer, vous allez aussi avoir forcément des gens qui vont mobiliser les respirateurs pendant longtemps. Donc vous saturez les systèmes hospitaliers qui, rappelons-le, étaient déjà complètement sous l'eau, si on peut dire, avant le début de cette crise. Donc il est facile, médiatiquement parlant, d'amplifier l'impression de la létalité de ce virus et de la contagiosité qu'il peut avoir en termes, il est contagieux, mais de l'impact qu'il peut avoir en termes de nombre de personnes qui doivent être hospitalisées, en filmant des équipes hospitalières complètement sur les genoux, complètement débordées, des services qui se remplissent et qui ne désemplissent pas, des sélections que l'on doit faire pour les respirateurs en les donnant uniquement aux personnes les plus à même de survivre et donc probablement les gens plus jeunes. Je rappelle quand même qu'en Italie, la moyenne d'âge des personnes décédées est de plus de 80 ans. D'accord ? Dans le même temps où on a dit, et ça vous pouvez le vérifier aussi, je mettrai un lien vers un article du Jerusalem Post aussi qui explique cela. Vous avez effectivement une décision, difficile à prendre certainement, mais qui a été prise, de ne pas donner de respirateur en Italie aux personnes qui ont plus de 60 ans. Alors si la moyenne d'âge des gens qui meurent est de 80 ans, et si en fait on ne donne pas de respirateur aux gens de plus de 60 ans, ça veut dire qu'en fait, ça explique aussi en partie pourquoi il y a tous ces personnes âgées qui meurent, c'est parce qu'effectivement on ne les traite pas. On ne les soigne pas par rapport à ces besoins de respiration. Et donc ils tombent comme des mouches aussi, pour ceux qui sont impactés. Voilà. Il faut bien comprendre que ce déséquilibre de la cytokine storm dont je vous parlais tout à l'heure, la tempête de cytokine, quand le système, si vous voulez, n'est pas capable, quand le corps n'est plus capable d'équilibrer cette réaction immunitaire, eh bien, il est favorisé ce déséquilibre par des carences en éléments qui aident le système immunitaire, au contraire, à équilibrer la réponse. C'est-à-dire, par exemple, en vitamine C, en vitamine D et en magnésium, par exemple, qui se trouvent essentiellement d'ailleurs ce que les personnes âgées ont plus de mal à stocker. Donc, il n'y a pas de miracle, et c'est aussi pour ça que les Chinois ont réussi à sauver des gens avec des injections de vitamine C à haute dose en intraveineuse, c'est parce qu'effectivement, ils ont réussi aussi à ce moment-là à diminuer cette réaction, cette hyper-réaction du corps chez les personnes qui pouvaient avoir ce genre de choses, en leur injectant rapidement les éléments, un des éléments au moins, d'équilibrage de la réaction immunitaire. Donc c'est très important. Mais nous, là où on en est, c'est qu'on veut éviter d'en arriver là. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'avoir des personnes qui ont plus de virus, pratiquement plus de virus? Le professeur Raoult insiste là-dessus, la charge virale des gens qui sont déjà en détresse respiratoire, elle est extrêmement basse. Donc en fait, à ce stade-là, leur administrer un traitement qui va diminuer la charge virale, c'est absolument inutile. C'est un cautère sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui a, par exemple, perdu tout son sang par une plaie à la jambe et on va lui mettre un pansement alors qu'il s'est déjà vidé. Ça ne sert plus à rien. Et c'est bien pour ça que cette fameuse étude Discovery, qui va être chapeautée par l'INSERM, sachant que l'INSERM, quand même, par son directeur, le professeur Lévy, est quand même un petit peu à couteau tiré avec le professeur Raoult pour des histoires de financement, de refus de statut de fondation, de plein de choses qu'on a déjà évoquées dans la presse, mais je vous mettrai un lien quand même qui montre que par l'intermédiaire de sa femme, donc Madame Buzyn, il y a eu des choses qui ont été faites qui intéressent évidemment les IHU, donc les instituts hospitalo-universitaires, dont l'IHU de Marseille, évidemment. Donc, on est dans une situation où cette étude, Discovery, elle est destinée à échouer, à faire qu'on puisse montrer que l'hydroxychloroquine n'améliore pas l'état des patients. Un, parce qu'on ne l'associe pas avec l'antibiotique qu'il faut, et qui va démultiplier son impact, et deux, parce qu'on va l'appliquer à des patients qui sont dans un état théoriquement déjà assez critique, pour lesquels la charge virale n'est plus le problème. La très grande majorité des cas, le virus a déjà été éradiqué par le corps. Mais là, ce qui est le problème à ce stade-là, c'est un emballement du système immunitaire qui a déjà généré des problèmes d'encombrement pulmonaire et des lésions pulmonaires, et pour lesquels il est déjà un peu tard pour traiter, voire trop tard pour des personnes âgées déjà fragiles, avec des comorbidités, etc., pour lesquelles il y aura des séquelles pulmonaires, s'ils s'en sortent,
et pour lesquels donc on aura de toute façon des ressources qui vont être mobilisées, avec des respirateurs mobilisés pendant des semaines, et parfois pour rien. Donc, il est évident qu'il faut traiter bien en amont. Il est évident que cette substance, contrairement à, je répète, BFM qui montre à la fois la coupe de cheveux du professeur et puis qui ne montre absolument pas les graphiques qui montrent la baisse énorme de la charge virale sur les expériences menées par le professeur Raoult, eh bien, vous avez une volonté de ne pas arrêter cette épidémie rapidement et à moindre coût. Donc, à qui ça profite? C'est toujours la question. À qui ça profite? Ça profiterait déjà, par exemple, à ceux qui développent des solutions médicales beaucoup plus coûteuses. Donc, on a, par exemple, évidemment, tout ce qui est les recherches d'un certain nombre de laboratoires, comme vous vous en doutez bien, sur le sujet et qui espèrent, évidemment, un retour sur investissement bien plus important. C'est le cas des riponavir ou ritronavir, je ne sais plus exactement comment ils s'appellent. Vous savez, les deux antiviraux dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont montré leur inefficacité. Je crois que la boîte coûte plus de 400 euros, alors que pour la chloroquine, le traitement coûterait, l'hydroxychloroquine, ça coûterait 2 euros par personne. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas d'argent à se faire là-dessus. D'autre part, je répète, référez-vous à ma dernière vidéo sur le sujet, vous avez un vaste programme de généralisation de la vaccination qui est dans les tuyaux, avec une identification par puce. Je répète, allez voir le site ID 2020, donc Identification 2020. Vous avez le magazine Biometrics qui a fait sur Internet un excellent article que je vous ai mis en lien sur l'autre vidéo et que je vais vous remettre en lien sur cette vidéo aussi, et qui montre qu'en septembre 2019, donc un projet a été lancé entre l'organisation Gavi, une organisation de promotion de la vaccination au niveau international, ainsi que la Bill and Melinda Gates Foundation, ainsi que le Forum économique de Davos, donc le Forum économique mondial dont le siège est à New York, et qui organise une fois par an sa réunion, si vous voulez, de tous les grands de ce monde, on va dire, à Davos. Voilà. Donc le Forum économique mondial, la Bill and Melinda Gates Foundation, et puis Gavi organise donc un système de puçage par vaccination. C'est tout à fait officiel, avec derrière des pays comme le Bangladesh ou des pays africains qui ont fait miroiter toutes les potentialités de l'utilisation de ces puces pour la gestion de la population à plein de niveaux. Voilà. Alors, il y a également eu des tests de fait avec des SDF à Austin, aux États-Unis, avec 3000 migrants également, je répète, avec des très beaux messages pour aider les SDF à se réapproprier leurs données d'information, leurs données personnelles d'identification, et puis pour aider les migrants à suivre leur état de santé, etc. C'est pour ça qu'on les puce. Voilà. Je ferai une émission spéciale puce parce que vraiment il y a quelque chose derrière tout ça. Et quand dans l'article, à la fin, il y a une mise à jour dans l'article Biometrics dont je vous parle, où on met que certains théoriciens du complot auraient dit que le puçage était fait pour justement un contrôle des gens, et qu'en fait c'est simplement pour s'assurer qu'on a bien vacciné les personnes. Ça n'est pas du tout compatible, ça n'est pas du tout cohérent avec le reste du discours, à la fois de l'article, mais aussi du site internet, où on ne fait que l'apologie de ce marché absolument énorme qui est en train de se développer, de l'identification numérique des gens, avec une utilisation à tous les niveaux de la vie. On n'est pas du tout dans uniquement, ce qui serait déjà inquiétant, mais on n'est pas du tout uniquement dans un programme de suivi des personnes vaccinées. Cet article ne traite pas de cela. Et ce projet et tous les éléments, on va dire, socio-économiques qu'on fait miroiter dans tous les articles de ce site Biometrics, et que l'on voit également dans les projets comme ID 2020, vont bien au-delà du simple contrôle de est-ce que tout le monde a été vacciné ou pas. Ce qui déjà est un peu inquiétant quand on parle, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ici, pour le coronavirus, de vaccins à ARN. Voilà. C'est-à-dire des vaccins
qui ont une potentialité de modifier notre ADN humain. Voilà, et qui sont utilisés, donc les coronavirus aussi, pouvant être utilisés comme ça a été le cas par exemple dans des vaccins antérieurs utilisés pour les porcs, par exemple, eh bien, ont des potentialités de modification de l'ADN de l'animal et donc de l'être humain ici pour nous. Par exemple, on a utilisé ce genre de système avec des virus qui sont en fait des virus atténués, mais qui sont des outils pour faire rentrer dans les cellules de l'ADN, si vous voulez, ou de l'ARN, mais qui va pouvoir modifier l'ADN de l'hôte. Ici, c'était par exemple pour permettre aux cochons de se reproduire plus tôt, donc de modifier certaines hormones de manière à ce qu'ils puissent, si vous voulez, se reproduire plus tôt. Donc on cherchait à modifier la biologie de l'animal. Et ce genre voilà, de vaccin, normalement, n'a pas été autorisé pour l'être humain. Voilà. Et là, on serait dans une situation où si on ne trouve pas ou si on occulte des médicaments simples, connus, efficaces, qui permettent d'endiguer les choses tôt, on pourrait être amené à nous présenter la vaccination obligatoire de toute la population comme étant indispensable. Et du coup, la rendre obligatoire, la rendre forcée, ce qui permettrait de rapporter beaucoup à certains laboratoires et ce qui permettrait potentiellement, allez savoir, d'y injecter ces fameuses puces prévues par le programme ID 2020 dont je vous parlais tout à l'heure, promu par la Fondation Bill and Melinda Gates, par l'Organisation du Forum économique mondial, située à New York, et également par l'organisation Gavi, G-A-V-I. Voilà. Donc, il est évidemment absolument nécessaire pour garantir la santé, on va dire, de notre population, mais également la minimisation des impacts économiques sur toute notre société, de pouvoir laisser connaître, laisser utiliser des médicaments simples et avec très peu d'effets secondaires, comme l'hydroxychloroquine par exemple. Voilà, donc l'autre chose que je voulais vous dire, c'est effectivement, est-ce qu'on est vraiment dans de l'incompétence? Réfléchissons-y deux fois. Vous avez effectivement tout le débat dernièrement sur les masques qui n'ont pas été assez anticipés. C'est plus que ça. D'une part, on ne les a pas anticipés, mais d'autre part, le petit chargement qu'on avait, on l'a envoyé à la Chine, juste avant l'arrivée de l'épidémie et juste avant qu'ensuite on ne soi-disant repasse commande à la Chine de 1 milliard de masques, d'accord? Donc on a mis une semaine à se rendre compte que, oups, peut-être on n'aurait pas dû les envoyer. Allez savoir. Ça fait vraiment incompétent. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça le problème. Et du coup, ça dessine une autre image de la situation. Je veux dire, quand on entend, par exemple, Loïc Le Floch-Prigent, donc cet ancien grand patron, ex-dirigeant de Ron Poulenc ou de DFGDF, etc., qui a été, on va dire, assez étonné après son coup de gueule sur Atlantico, de recevoir, tel qu'il le décrit dans une interview chez Sputnik News, dont je vous mettrai le lien également sur cette vidéo, il a été surpris de recevoir des appels d'industriels qui affirmaient avoir proposé au gouvernement de fabriquer des respirateurs, et ce depuis 2 mois, et qu'ils n'avaient pas reçu de feu vert de la part du gouvernement, qui donc ne leur demandait pas, alors qu'on savait très bien qu'on n'en aurait pas assez, qui ne leur demande pas de fabriquer d'autres respirateurs, alors que ça a l'air d'être quand même quelque chose de relativement simple. Premièrement. Donc les masques, les respirateurs que l'on ne souhaite pas fabriquer finalement. Troisièmement, la fameuse chloroquine dont on vient de parler, où là on a la possibilité d'avoir un médicament qui endiguerait l'épidémie et qui permettrait d'arrêter le confinement rapidement, et on fait tout pour faire passer la sommité qu'il a découverte donc pour un hurluberlu, et où on s'organise pour épuiser les stocks de façon inutile dans des expériences qui vont montrer que ça ne marche pas parce que justement on l'utilise à mauvais escient. Alors qu'on devrait être en train au contraire de passer des très grandes commandes, hein, d'accord? On ne devrait pas du tout être en train de faire ce qu'on fait là. Donc c'est quand même très 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 bizarre. C'est vraiment
Enfin voilà, on se demande si c'est vraiment de l'incompétence ou si c'est au-delà de ça, d'accord? Évidemment, vous avez aussi toutes les cliniques privées qui ont fait de la place et souhaitent être réquisitionnées, mais qui ne le sont pas. Et ça, tout ça, c'est des choses qui sont actuelles, récentes. On peut effectivement tirer à boulet rouge sur le gouvernement en disant, regardez, depuis des mois et des mois que les hôpitaux sont sabrés, qu'on n'écoute pas les soignants, qu'on laisse les services être peu à peu fermés au niveau de certains lits parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce que les gens se mettent, on va dire, en maladie parce que où il n'y a pas assez de soignants, parce qu'effectivement ils sont absolument débordés. On pourrait faire rétrospectivement un procès, on va dire, au gouvernement en disant ils n'ont pas su anticiper et sauver notre hôpital. On a beau jeu maintenant de dire aux soignants venez, 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 on déplafonne les heures supplémentaires, on les encense comme des héros dans les médias et tout ça. C'est facile après avoir finalement les avoir baladés pendant des mois, voire plus que ça, et avoir sabré l'hôpital public. Je veux dire, je rappelle quand même que en quelques décennies, on a divisé par 3 le nombre de lits donc de réanimation disponibles au niveau français, alors que la population augmentait. Je rappelle également qu'en moyenne, on a à peu près 3,1 lits de réanimation en France pour 1000 habitants. Alors c'est plus qu'aux États-Unis où le tout libéral les a fait descendre à peu près 2,4 lits pour 1000 habitants, mais c'est déjà beaucoup moins que la Pologne qui est à par exemple 4,8 lits pour 1000 habitants et moins que le Japon par exemple qui est à 7,8 lits pour 1000 habitants. Donc il est facile après de montrer, je répète, des infirmières échevelées, des médecins épuisés, des services saturés, etc. Parce qu'ils l'étaient de toute façon déjà. Pratiquement à ce niveau-là avant. Sauf qu'à ce niveau-là, après, voilà, on s'en préoccupait pas et maintenant qu'on a besoin d'eux, là, voilà, on leur passe la brosse à reluire. Mais c'est pas le problème. Moi d'ailleurs, bon, je suis pas personnel soignant et chacun est libre, mais j'ai bien l'impression que le seul moyen pour que on fasse enfin, disons, des études honnêtes quant à la chloroquine, à l'hydroxychloroquine, etc., ça serait que les soignants se mettent en grève carrément. Ça durerait pas longtemps à mon avis parce qu'on a vraiment, vraiment besoin d'eux en ce moment. Mais je ne vois guère que ça pour faire plier le gouvernement sur ce sujet-là parce qu'en pratique, sinon, je sais qu'il y a des soignants qui font des recours auprès du Conseil d'État. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans des procès, mais vous savez ce que c'est que la justice, c'est très long. On n'est pas du tout dans ce time frame-là, comme on dit en anglais, cette durée de réactivité qui est nécessaire. Il faut réagir maintenant. Donc effectivement, mis à part une grève de ceux qui sont incontournables actuellement, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment faire plier le gouvernement et l'obliger à honnêtement considérer la solution de l'hydroxychloroquine en arrêtant de faire toutes les manœuvres dont je parlais tout à l'heure. Et qui pointe du doigt, je répète encore quelque chose d'un petit peu étrange, c'est que en termes de comportement, nos ministres quand même ont des attitudes étranges par rapport à cela. Je rappelle Castaner qui demande aux policiers de ne pas porter de masque. On est quand même dans quelque chose d'assez étrange là aussi. Et on est également dans quelque chose d'étrange, vous l'avez certainement entendu, quant à cet arrêté passé le 13 janvier 2020 par Agnès Buzyn, donc ministre de la Santé à l'époque, pour en fait déclarer l'hydroxychloroquine comme vénéneuse et donc l'empêcher d'être en vente libre comme elle était en vente libre depuis des décennies. Je rappelle que c'est un médicament utilisé depuis 71 ans. Donc, on se demande ce qui a pris tout d'un coup notre ministre de faire cela. Eh bien, quand on regarde dans les fact-checkers et debunkers et autres choses comme ça, on voit qu'ils disent non, 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 regardez, ça ne peut pas être lié à l'épidémie du coronavirus parce que la demande en avait été faite par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dès le mois d'octobre. Donc, ça n'a rien à voir avec le virus, etc. À voir quand même, parce que quand on regarde, la demande de l'ANSES, et 2, l'arrêté, on peut se poser certaines questions. Quand on regarde la demande de l'ANSES, on voit que quoi?
on voit qu'il n'y a aucune justification à la demande de classification de l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse. Le seul élément qu'il donne, c'est de dire que comme l'hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine et que la chloroquine, eh bien, elle peut être un petit peu dangereuse, etc., etc. En tout cas, elle est classée comme vénéneuse. Eh bien, il faudrait classer l'hydroxychloroquine aussi. Alors là, il se réveille. Là, ça fait des décennies que c'est vendu en total, des milliards de doses quand même pour les voyageurs, pour les personnes aussi qui sont on va dire, en traitement par certains depuis 30 ans pour le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Et là, tout d'un coup, tout simplement parce qu'il y a chloroquine dans hydroxychloroquine, presque voilà, pas un homonyme mais pas très loin, qu'on se dit, ah ben oui, mais il faudrait elle aussi la classer comme vénéneuse. Sans aucune justification je sais pas moi, d'une recrudescence de cas problématiques, d'une étude qui montre que rien. C'est juste dire, écoutez, hydroxychloroquine, ça ressemble à chloroquine. Chloroquine, c'est un peu vénéneux, donc il faudrait faire pareil avec l'hydroxychloroquine. Bon, excusez-moi, mais c'est quand même suspect, hein. Juste à ce moment-là, c'est suspect, premièrement. Deuxièmement, l'arrêté lui-même du 13 janvier ne donne lui aussi aucune justification, bien sûr, mais surtout, c'est un arrêté qui ne traite que de l'hydroxychloroquine. Si on était dans quelque chose qui est une simple révision de base liée à peut-être une réévaluation de toute une série de médicaments qui devraient faire l'objet peut-être d'un ajustement de catégorie, etc., etc., on ne devrait pas avoir un élément spécifique fait juste pour l'hydroxychloroquine, surtout sans aucune justification plus crédible que cela. Ça devrait au minimum, dans ce cas-là, faire l'objet d'un arrêté qui concerne toute une série de médicaments dont on revoit par carrément décision quasi administrative la classification. Au lieu de cela, on a fait un cas spécifique, un cas particulier pour l'hydroxychloroquine. Donc tout cela me fait penser que ça n'est pas un hasard. Donc on n'est pas dans de l'incompétence, on est dans quelque chose de plus ici. Et je répète, les Français doivent se demander, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de prolonger le confinement? Quel est l'intérêt de prolonger la peur? Parce que je veux dire, c'est de la peur quand on montre en permanence un curseur avec voilà le nombre de morts, voilà le nombre de blessés, enfin pas de blessés, mais d'affectés aujourd'hui. On a une sorte de focalisation morbide sur ces nombres-là, mais qui ne veulent pas dire grand-chose, ces nombres-là. Je répète, il y a tous ceux qui sont pas testés. Il y a aussi un taux de mortalité artificiellement haut parce qu'on ne prend en compte que les cas testés qui sont des cas avec symptômes et on ne prend pas tous les cas de personnes qui ont eu le coronavirus ou qui l'ont encore mais qui ne sont pas symptomatiques, donc qui s'en sortent très bien, ou qui ont des symptômes très très légers et donc qui ne se font pas dépister. Donc le taux de mortalité retenu, il est artificiellement haut. On ne souligne pas assez, je sais bien qu'il y a de temps en temps des exceptions, vous avez cette jeune fille de 16 ans qui est morte effectivement, mais on ne souligne pas assez quand même que l'essentiel des personnes qui sont touchées sont quand même des personnes âgées. Je répète qu'en Italie, vous avez quand même une moyenne d'âge de plus de 80 ans pour les personnes décédées du coronavirus. Et vous avez en fait exactement 87% des personnes décédées qui ont plus de 70 ans. Donc, vous n'avez pas du tout quelque chose qui menace l'ensemble des forces vives de la population. Et on pourrait, tout à fait comme le professeur Raoult l'avait indiqué, quarantainiser, si on peut dire, mettre en quarantaine les personnes plus âgées, plus fragiles, et faire tourner le reste de l'économie avec tous les autres qui sont quand même très très peu à risque. Et traiter très en amont, dès les premiers symptômes, avec de la chloroquine, l'hydroxychloroquine plutôt, et de l'azithromycine, voire du zinc, comme un médecin new-yorkais l'a fait. Donc je vous mettrai la vidéo de son témoignage en anglais, mais lui c'est un médecin de ville qui a soigné 350 personnes dans cette vidéo, c'est ce qu'il exprime, avec de la posologie claire, du nombre de grammes d'hydroxychloroquine qu'il a donné et du nombre de grammes d'azithromycine et également de sulfate de zinc qui aide à rééquilibrer le système immunitaire. Et vous avez effectivement ce soignant, 350 patients qui ont été soignés par lui en début de processus, alors qu'ils avaient des symptômes mais pas encore critiques. Et
aucune hospitalisation, aucune intubation, donc pas besoin de respirateur, aucune mort. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu court pour faire une statistique, mais c'est suffisamment encourageant pour qu'on aille regarder de plus près, sans taper sur le messager, sans taper sur les personnes qui ont fait des expériences quand même sur le sujet, alors qu'on n'a pas d'alternative. D'accord? Et que les alternatives qu'on est en train de développer sont des choses qui vont être très chères et longues à développer, et dont les effets secondaires sont absolument inconnus. Voilà. Donc, on pourrait tout à fait ne pas faire ce confinement médiéval, comme le dit le professeur Raoult, et au contraire, faire tourner l'économie avec toutes les personnes qui ont peu de chances de l'attraper et qui, elles, ne seraient pas tout à fait les personnes qui vont, on va dire, envahir les services hospitaliers et monopoliser les respirateurs, puisque de toute façon, ce sont des gens qui généralement ont peu de symptômes, mais qui en plus pourraient être traités très en amont par l'hydroxychloroquine et n'auraient pas besoin des respirateurs. En plus, il y a une hypocrisie, je trouve, à dire qu'on fait tout ça pour nos aînés à qui on vient de justement sucrer leur future retraite pour certains, donc les futurs aînés. En tout cas, les aînés d'aujourd'hui, je trouve qu'on les traite bien mal, parce que quand vous voyez que quand ils sont vraiment malades, on leur donne pas les respirateurs, parce que justement, ils ont moins de chances de s'en sortir, ou quand ils sont dans des EHPAD, on les laisse comme dans un mouroir, voire certains, on les empêche de sortir carrément de leur chambre. Il y a des gens en EHPAD qui sont maintenant cloîtrés dans leur chambre après avoir été privés de visite, etc. Alors je comprends bien qu'on est dans du sauf qui peut et qu'on se dit il n'y a plus que ça à faire. Mais je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie à dire on fait tout ça pour nos aînés alors que finalement derrière on les soigne pas vraiment en fait. Voilà. Et on considère qu'ils auront peu de chances de s'en sortir, donc on leur donne pas vraiment les respirateurs. C'est sans doute vrai. Mais c'est particulièrement cynique, surtout quand on dit qu'on met toute la population en quarantaine pour cette frange de population que justement on va estimer trop vieille pour être correctement soignée parce qu'on n'a pas ce qu'il faut comme moyen. Voilà. Donc je voudrais finir sur une note un peu plus optimiste aussi et un petit peu plus lucide aussi. C'est concernant les chiffres justement. Je voudrais qu'on les voit de façon lucide parce que cette hyper-médiatisation anxiogène avec ce fameux compteur du nombre d'infectés, du nombre de morts, cette couverture 24 heures sur 24 montrant qu'on est dans une situation de crise énorme, etc. Je rappelle quand même que quand on a décidé du confinement en France, il y avait 148 morts. D'accord? 6000 cas officiels et 148 morts officiels aussi. Alors peut-être qu'on craignait une augmentation exponentielle de la chose, etc. Donc peut-être que la décision du confinement pour 2 semaines était la bonne. Au moins, ça nous aura donné le temps de découvrir l'hydroxychloroquine et son impact sur justement ce virus. C'est pas une surprise d'ailleurs. Je tiens quand même à le rappeler que dans le cas du SRAS, et dans le cas du MERS, donc vous savez peut-être le SRAS, c'était cet autre virus, pareil, qui a été développé, on va dire, qui a été assez important chez les Chinois en 2003 et qui a créé une épidémie là-bas, mais qui s'est cantonné à cette zone-là. Et puis le MERS, qui a été une épidémie un peu du même style, mais qui a été au Moyen-Orient un peu plus tard. Donc effectivement, eh bien déjà la chloroquine, l'hydroxychloroquine avait fait preuve de son efficacité dans ces traitements-là. Donc, ce n'était pas tout à fait un hasard si le professeur Raoult, évidemment, l'a testé dans ce contexte-là, et si on n'est pas très surpris non plus qu'il ait un impact sur, ici, ces cas de coronavirus Covid-19. Voilà. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est l'impact de la mortalité plus important chez les hommes que chez les femmes. Rappelons qu'en Italie, 80% des hommes, des décédés sont des hommes. Donc, effectivement, il y aura peut-être une évolution de cela, mais dans un premier temps, c'est ce qui a été constaté. De la même manière en Asie, que ce soit en Chine ou en Corée du Sud, on a repéré que même si, par exemple, comme en Corée du Sud, le nombre d'infectés était plus important chez les femmes, le nombre d'infectés était plutôt féminin que masculin, si vous voulez, la majorité des infectés était féminine, eh bien, la majorité des décédés était quand même masculin. Donc, cette fameuse histoire de récepteur ACE2 dont je vous ai déjà parlé, qui est le récepteur
récepteur de ce Covid-19, qui est donc un récepteur situé dans les membranes cellulaires, qui s'exprime dans nos poumons de façon différente selon les individus, visiblement selon les ethnies, visiblement de façon plus importante chez les fumeurs, qui sont donc plus à risque, s'exprimerait peut-être plus chez les hommes que chez les femmes. Allez savoir. En tout cas, une chose qu'on a repérée, c'est que malgré tout, la mortalité, il faut quand même la mettre en perspective avec les autres situations, les autres cas. Par exemple, vous prenez la grippe, ben vous avez évidemment beaucoup plus de morts que ce qu'on croit en fait par rapport à ce Covid-19. Je répète que la grippe, c'est à peu près entre 2000 et 10 000 morts par an en France et autour de 650 000 morts au niveau mondial. On est très 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 loin de ça avec le Covid-19, d'accord? Donc, je crois qu'il faut relativiser les choses aussi. Il y a une justification des mesures de confinement avec une augmentation de la peur et un maintien de la peur et un maintien de la psychose qui est peut-être disproportionné, surtout si on connaît maintenant le moyen d'empêcher la maladie d'évoluer jusqu'au stade de l'hyperréaction du corps, cette fameuse cytokine storm dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est finalement la cause principale de létalité de ce virus. Les gens ne meurent pas du virus, ils meurent de la trop grande réaction du corps face à ce virus. Donc si on a la possibilité de limiter la charge virale au tout début, on peut tout à fait du coup faire que les personnes n'atteignent pas ce degré de réaction du corps qui va faire que, elles ont besoin d'un respirateur, elles encombrent pendant des semaines les hôpitaux et pour certaines, elles ne peuvent même pas être récupérées parce qu'on a laissé le temps au corps de trop abîmer les poumons, fibroser les poumons et qu'on ne réussit pas à les récupérer et que la pression mise par les respirateurs aggrave encore le problème pulmonaire que les gens avaient en arrivant à l'hôpital. Voilà, donc quand c'est de la longue durée. Voilà, donc j'espère que ce tour d'horizon vous aura un petit peu remis aussi certaines idées en place, je ne sais pas si on peut dire ça. Pour beaucoup d'entre vous, devez se douter de pas mal de choses que je vous ai dites, mais voilà, c'est important. Je finirai sur le à qui ça profite en montrant aussi que tout le monde n'est pas perdant dans cette affaire. Vous avez là, par exemple, aux États-Unis, et je pense que ça va être la même chose pour nous, vous avez aux États-Unis, par exemple, des vastes plans de soutien, soi-disant de l'économie, qui viennent d'être accordés. Vous avez par exemple 2 trilliards, alors je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars qui viennent d'être accordés, dont seulement à peu près 300 milliards vont aller à la population, à travers un chèque pour chaque adulte dans les foyers donc américains, pour chaque adulte de 1 200 $ et 500 $ pour les enfants. Même quand, donc ça c'est pour les gens qui gagnent jusqu'à 75 000 $ par an. Autant vous dire que je pense que quand on gagne 75 000 $ par an, on n'a peut-être pas besoin du chèque de 1 200 $ pour le mois, là, pour aider temporairement. Alors d'accord, ils ont dit qu'ils en donneraient peut-être plus si ça se prolonge, mais pour le moment, ça serait quand même la portion congrue. À mon avis, il y en a pas mal qui ne vont pas réussir à s'en sortir, même avec 1 200 $. Donc ça, c'est une première chose. Bien sûr, on aurait pu dire, on plafonne, on donne à tous ceux qui ont pas plus de, je sais pas moi, 30 000 $ ou 25 000 $, on leur donne 2 000 $. Mais le problème, c'est qu'évidemment, en termes de proportion, vous devez en avoir beaucoup moins qui ont 75 000 $ par mois que ceux qui ont peut-être 20 000 $ par mois. Voilà, par an, pardon, tout ça, bien sûr, par an. Tout ça, c'est par an. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que le reste, donc des 2 000 milliards, donc à peu près 1 700 milliards de dollars, a été distribué à des industries diverses et variées, donc essentiellement des grosses boîtes dans différents secteurs, suite à un lobbyisme intense au niveau du Congrès, et qui va donc essentiellement servir à renflouer
y compris des entreprises comme Boeing par exemple ou autres, qui ont été des entreprises qui avaient eu des gestions assez désastreuses auparavant ou des mauvaises décisions ou qui avaient utilisé leurs bénéfices pour racheter leurs actions pour que leur cotation en bourse ne tombe pas. Vous avez donc ce genre de système qui est en fait un détournement de l'aide publique qui va quand même probablement endetter pas mal les États-Unis, sachant que avant même ce plan de sauvetage, le taux d'endettement de chaque tête de pipe américaine, si vous voulez, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, vieillards, etc., était, vu les dettes de l'État, de 350 000 $ par tête de pipe. Autant vous dire que jamais ça ne sera remboursé. D'accord? Donc, à un moment donné, cette bulle, elle va éclater, c'est très clair. Et de la même manière, vous le savez, les banques type la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, ou bien la Banque européenne aussi, ont fait marcher la planche à billets allègrement, ont déversé des centaines de milliards pour la Fed, ça se compte même en milliers de milliards, d'accord? Donc c'est complètement délirant. Donc les marchés étaient complètement sous perfusion, le sont encore plus. C'est d'une fragilité extrême, c'est une bulle qui peut éclater n'importe quand. Et si elle éclate, le problème, c'est que les impacts vont être très importants sur l'économie réelle, y compris donc au niveau évidemment par les banques, mais également si le confinement se prolonge, c'est notre cas pour nous, toutes ces entreprises à qui on va avoir prêté de l'argent, qui ne pourront pas le rembourser, c'est les assurances qui vont sauter, puisque c'est les assurances qui devront quelque part couvrir les défauts de paiement on va dire que les entreprises feront les unes après les autres, parce que il y a un impact, si vous voulez, en cascade qui risque de durer quand même de façon importante. Et en plus, il y a une certaine malhonnêteté à, euh, à accuser le coronavirus de tous les maux au niveau économique, parce que on était déjà dans une situation de fragilité bancaire et boursière extrêmement importante. Et en fait, ça sert de catalyseur, ça sert de manière on va dire, de purger le système, tout en rejetant la faute non pas sur les gestionnaires qui ont précipité le monde dans cette situation de fragilité extrême, mais ça permet de trouver un bouc émissaire tout près, euh, disons, qui va faire que les gens acceptent les temps de serrage de ceinture très importants qui s'annoncent. Voilà. Là, nous avons la possibilité de réduire l'impact à travers l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine en mode, je ne vais pas dire préventif, mais en mode de traitement très tôt des symptômes pour éviter que chez les personnes âgées notamment, ou chez les personnes qui ont des fragilités, ça se dégrade en hyperréaction du système immunitaire. Si on ne le fait pas, c'est criminel. Voilà, donc j'aimerais que vous réalisiez qu'on n'est pas dans de l'incompétence, on est dans des choix qui sont faits, parce qu'à ce stade, il ne peut pas y avoir toutes ces décisions que je vous ai énumérées qui ne seraient que le fruit du hasard ou d'une incompétence crasse. C'est pas possible. Et il y a des choses qui sont non pas uniquement des réductions de budget historiques de l'hôpital qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve actuellement et qui expliquent on ne prenne pas la main tendue par le professeur Raoult justement sur ce sujet-là. Alors je tiens à dire que d'autres pays quand même le testent. Je vous ai parlé des États-Unis et de ce médecin new-yorkais et de Trump qui a souhaité aussi qu'on développe ce médicament là-bas. Je vous mettrai un article aussi par exemple sur le Bahreïn qui teste cela. Bien sûr les Chinois continuent à l'utiliser. L'épidémie en Chine n'est pas jugulée, elle fait encore des morts. Mais les choses s'améliorent quand même et les entreprises chinoises ont réellement repris, vraiment. Évidemment, le problème, c'est que maintenant, leur économie se retrouve confrontée à un double problème, c'est-à-dire qu'ils ont eu d'abord une crise de l'offre, puisque leurs usines ne tournaient pas, et maintenant, ils ont une crise de la demande, puisque c'est nous qui n'achetons plus, vu que, évidemment, il n'y a plus personne pour consommer chez nous. Voilà.
Donc, écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si les choses vont empirer ou s'il va y avoir un élément positif qui va faire que la situation se débloque d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous incite de toute façon à avoir des réserves quand même chez vous, des réserves alimentaires, à faire votre jardin, à avoir de l'eau éventuellement, mais bon, l'eau c'est peut-être moins nécessaire, quoique. Si jamais la situation devait devenir plus chaotique et que vous ne puissiez pas vraiment vous ravitailler d'une manière ou d'une autre, ou si vous avez une augmentation, une inflation très importante des prix, notamment de l'alimentaire, ça pourrait être utile d'avoir fait des réserves parce que effectivement, à ce moment-là, quand il y a une hyperinflation, y compris aussi parce qu'on a fait marcher la planche à billets, eh bien, la valeur de l'argent qu'on a en banque devient nulle. Voilà, hein. Euh, je tiens à préciser aussi que certaines personnes qui cherchent à retirer de l'argent de leur banque se voient donner une fin de non-recevoir car les banques veulent éviter un bank run, c'est-à-dire une panique où les gens se précipiteraient pour retirer de l'argent. Donc ils ont fermé leur guichet, mais ils ont également, pour certaines, fermé leur distributeur automatique. On voit des photos fermées jusqu'à la fin du confinement. Voilà. Les personnes qui souhaitent faire des virements se voient opposer une fin de non-recevoir. Des personnes qui jusqu'ici n'avaient aucun problème de plafond sur des cartes de crédit ne peuvent plus faire les paiements qu'ils faisaient jusqu'ici sans problème. Les banques sont dans le sauf qui peut pour essayer de garder les sous, hein, voilà. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi quelque chose quand on incite les jeunes à aller aider les agriculteurs pour assurer la production alimentaire pour le pays, alors qu'on vient juste de dire aux gens de rester confinés, qu'on empêche les gens de se déplacer. C'est très étrange de tout d'un coup avoir l'air d'être inquiet pour la production alimentaire. Ou est-ce qu'effectivement on a raison de s'inquiéter? C'est ça la question. Voilà. Donc, dans un contexte comme ça, d'incertitude, de récupération d'argent, je veux dire, on a aussi démonisé le cash, l'argent liquide, pour essayer d'éviter que les gens, justement, aillent récupérer leurs sous. Donc, on incite de façon complètement fallacieuse à utiliser la carte de crédit avec les codes, hein, d'accord? Donc on met les doigts partout où les autres ont mis les doigts. Donc voilà, on a même à Biocop, on sait que la situation est désespérée ou est mauvaise quand on a même la Biocop qui se laisse prendre à ces trucs, quoi. Vous savez qu'il y a une guerre contre le cash, une guerre contre l'argent liquide qui fait rage et qui est dans les tuyaux et qui est testée à différents endroits de la planète. Je vous ferai une émission spécifique sur le sujet, donc une émission spéciale plus une émission spéciale guerre contre le cash, parce qu'une fois que vous ne pouvez plus retirer votre argent, eh bien les banques ont tout loisir de pouvoir soit ponctionner ce qu'elles veulent dessus, soit le gouvernement peut appliquer n'importe quel impôt confiscatoire. Vous n'avez plus aucun moyen de protéger votre argent de cela. Vous avez évidemment toutes les lois sur le bail-in qui ont été passées et qui vont s'appliquer potentiellement bien en dessous de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'après la crise de 2008, on a eu ce qu'on appelait le bail-out, c'est-à-dire qu'on a demandé en fait aux États, donc via l'argent des contribuables, de renflouer les banques. En échange, on ne leur a pratiquement rien demandé comme assainissement. De fait, ils se sont offerts des bonus, ils ont continué des pratiques tout à fait douteuses et ils sont aujourd'hui encore plus fragiles qu'en 2008. Je vous invite pour cela à écouter l'économiste Olivier Delamarche ou bien Monsieur Jovanovic, Pierre Jovanovic, avec son excellente revue de presse. Vous verrez un peu ce qu'il en est. Donc on est dans une situation où les banques ne sont pas du tout assainies. On a, contrairement à ce que Hollande avait promis, pas du tout scindé les banques d'investissement de spéculation, si vous voulez, les opérations de spéculation, on ne les a pas du tout isolées des opérations bancaires qui aident l'économie réelle, qui abritent les fonds des particuliers, des entreprises. On n'a pas du tout séparé ces choses-là. On a continué à laisser tout cela dans un même pot. On a donc des personnes qui ont potentiellement perdu beaucoup d'argent, y compris au niveau de leurs fonds de pension, qui se sont effondrés en bourse. Donc vous avez une situation où, en fait, économiquement parlant, beaucoup de gens de la classe moyenne vont y perdre. Ça, c'est clair. Au niveau de l'emploi, au niveau des entreprises, des faillites possibles et au niveau de leur épargne, au niveau de leurs investissements en bourse éventuels, etc., etc. Et au niveau de leur retraite par capitalisation, si ça a été le cas.
Y compris au niveau des contrats d'assurance, puisque je vous dis, les assurances sont à risque parce que les compagnies pourraient évidemment être aussi en faillite si, et ça va se passer, la majorité des entreprises ne peuvent pas rembourser leurs prêts parce qu'il y a une perte importante de chiffre d'affaires sur l'année 2020 qui s'annonce. Voilà. Donc, dans un contexte comme ça, ce que je veux dire, c'est que on se demande quels sont les différents objectifs poursuivis. Est-ce qu'on a une éradication de la classe moyenne avec une augmentation encore plus du fossé entre quelques personnes riches et dont le lobbying leur permet de surfer sur la vague de cette crise et de se faire accorder par les gouvernements et les réserves fédérales et les banques européennes et autres des crédits dantesques. Donc, une paupérisation de toute la classe moyenne et des classes pauvres qui ont des emplois précaires qu'ils ne pourront plus retrouver dans un premier temps puisque beaucoup d'entreprises risquent de faire faillite. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que l'idée c'est de semer un certain chaos pour ensuite pouvoir tirer les marrons du feu? Je répète qu'à chaque fois qu'il y a une crise, quand les gens, en fait, quand la crise peut être provoquée par exemple, y compris uniquement par des aspects spéculatoires, boursiers, eh bien, on peut quand même tirer les marrons du feu derrière quand les gens de l'économie réelle font faillite parce que du coup on récupère leurs biens, on récupère leur immobilier, on récupère leurs terres, on récupère des choses concrètes en fait. Hein. Il y a des profiteurs de crise comme il y a des profiteurs de guerre. Voilà. Donc, à qui ça profite? Je vous ai parlé de cet aspect de vaccination, de contrôle également. Vous voyez tous ces appels à suivi des allées et venues des gens, les applications pour savoir si oui ou non on a été en contact avec un tel. Donc, officialiser le pistage de tout le monde. En Angleterre, ils ont même mis une application pour dénoncer ses voisins ou dénoncer les gens qui ne se confineraient pas assez. Enfin, on est dans une accélération plus de la surveillance. On est également aussi en train de profiter de ce confinement pour développer un maximum la pose d'antenne, puisque le gouvernement, dans une de ses ordonnances, a aussi aussi permis les opérateurs, disons, leur a permis de pouvoir poser sans avoir à respecter pratiquement aucune des règles qui étaient déjà bien allégées pour la pose des antennes, pour les déclarations, l'obtention d'autorisation, etc. Donc, il y a aussi cet élément-là. Et puis, il y a cette fameuse guerre contre le cash, où vous commencez à voir, donc, je vous disais, ce genre d'appel à payer uniquement avec des cartes bleues, parce que les chèques et l'argent liquide seraient support de contamination. Je répète que quand vous avez la caissière de la Biocoop ou d'ailleurs, qui prend tous les objets à la main, qui prend tous les objets sur le tapis, qui les fait passer devant le beeper, d'accord, le scanner, pour voir, pour pouvoir les encaisser, elle attrape tous les objets que vous avez touchés vous-même et qui ne sont pas plus ou moins porteurs de germes que le billet que vous lui tendriez ou le chèque que vous lui donneriez. Donc cette histoire d'argent liquide comme démonisé comme étant un support de virus, attention, attention, c'est complètement cousu de fil blanc. C'est un truc. Voilà. Et on commence déjà à voir, en Angleterre par exemple, des gens qui commencent à annoncer tout de suite qu'il y a eu une très grande diminution de l'utilisation des espèces et que très certainement on ne reviendrait pas en arrière et que les gens ne reviendraient pas à l'argent liquide une fois que tout ça serait passé et qu'on se dirigeait vers une société sans cash que donc d'ailleurs il appelait de ses voeux. Voilà. Alors je répète, je ferai une émission spéciale guerre contre le cash parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais je répète que c'est un piège. C'est un piège. Les fameuses cartes sans contact là qu'on nous a données, c'est pour nous déshabituer d'utiliser l'argent liquide de manière à nous mettre ensuite devant le fait accompli. Donc vous n'avez du coup, comme la majorité des gens utilisent l'argent liquide que pour des petits montants, si vous ne sortez plus cet argent parce que vous utilisez du coup le sans contact à chaque fois, eh bien vous diminuez le nombre de transactions qui sont faites en argent liquide, en espèces, et du coup vous pouvez ensuite plus facilement donner des justifications au gouvernement pour avancer vers une réduction de l'argent liquide utilisé au niveau du pays. Également justifier des fermetures de distributeurs, en commençant par les zones rurales, etc., de manière à expliquer qu'ils sont non rentables et du coup à obliger les gens à utiliser d'autres modes de paiement. On a déjà vu tout cela
en Suède, qui a été un laboratoire d'essai à la fois pour les puces RFID, les puces donc d'identification sous la peau, et également donc pour la fin de l'argent liquide. Donc je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo. Voilà, merci à tous. C'était un peu plus long que prévu, mais voilà, je rattrape ces 2 semaines où je ne vous ai pas enregistré de vidéo. Je vous fais part de mes réflexions à ce stade, puisque, comme vous l'avez remarqué, les émissions sur Radio Transparence sont interrompues pendant toute la période du confinement. Et donc, je passe par ce moyen pour essayer de vous informer sur ce que j'ai pu synthétiser comme information sur les médias français et sur les médias internationaux. Voilà. Merci à tous, portez-vous bien, prenez beaucoup le soleil, agrumes, vitamine C, un peu de détente, prenez du recul aussi. Voilà. À bientôt.